Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, vous me retrouvez chez Brez Motorsport. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas filmé une vidéo chez Brez Motorsport, la raison est très simple. Comme j'ai déménagé à Paris et qu'avant j'étais à Nantes, et je suis beaucoup plus loin de chez Maxime, donc c'est un peu plus compliqué de venir. Mais du coup, la vidéo d'aujourd'hui, il va se passer plein de choses. On va d'abord parler d'une étape très importante sur les modifications de la BMW M3 E92 Brez Motorsport, une modification liée au freinage. On s'est rendu compte sur les derniers track decks, c'était vraiment le point faible de la voiture. Donc on va installer à la voiture un kit gros frein à l'avant de marque StopTech. On va vous en parler juste après. Et aussi, on va parler un peu d'update au niveau du garage. Comme ça fait longtemps que je suis pas venu, il y a pas mal de choses qui ont changé, notamment une voiture qui est partie et une autre voiture qui est arrivée. Donc ce qu'on va faire tout de suite, sans plus attendre, on va rejoindre Maxime à l'intérieur et on va discuter de tout ça dans cette vidéo un peu typée vlog, bonne ambiance, bonne humeur, avec le son de la mécanique. C'est parti. Je retrouve Maxime. Ça va Maxime? Salut, ça va? Alors, bon, on l'a dit, c'est la miniature, il y a des choses qui sont parties chez Brez Motorsport, il y a des choses qui sont arrivées chez Brez Motorsport, on va en parler juste après, mais le sujet un peu important de la vidéo dans un premier temps, c'est cette M3 E92. Et ça. Et ça, alors pour faire un petit rappel juste des modifications de la M3 E92, il y a eu beaucoup de vidéos dessus, on les voit ici, il y a les suspensions Club Sport, on avait mis donc les KW Club Sport, on a mis, il y avait des plaquettes. Il y a une première évo de freinage, voilà, avec le liquide haute température et les plaquettes, les Ferrodo DS 2500. Les KW, tu en as parlé. On avait upgradé la voiture avec des cales qui ne sont plus sur le... Bon, on les démonte, on vient de les démonter. On a changé le disque. Il y a la petite lame à l'avant. Exactement. Le filtre à air BMC, juste ici d'ailleurs. Et la sortie d'échappement Super Sprint. Exactement, le Super Sprint aussi. Et puis les PS4S, c'était un bras qui, bon, c'est de l'entretien, mais ça a bien fait évoluer la voiture. Ouais, ça avait fait une bonne différence. Et bah ça aussi. Sujet du jour. Ça va bien faire évoluer la voiture parce que là actuellement les disques sont voilés. Ouais. C'est le retour du castelet. C'est le point faible de la voiture, clairement. 92. Ouais. Ça fait le boulot, c'est mieux que les générations de BMW précédentes. On en a parlé, donc on va pas revenir sur tout ça. Mais là maintenant, ça va beaucoup mieux se passer puisqu'on passe d'un étrier monopiston flottant, on va vous l'expliquer au démontage, ouais, et à quelque chose de beaucoup plus massif. On vous le montre. Et un vrai étrier, 4 pistons, vous les voyez ici de chaque côté. 1, 2, 3, 4. Et un disque qui est quand même beaucoup plus sérieux, même si on est quasiment sur les mêmes dimensions que d'origine. Ouais. Ce projet, c'est quelque chose de polyvalent sur lequel on ne veut pas exploser le budget. Les freins, c'est cher, ça reste un organe de sécurité, hein, ça paraît à peu près normal. Absolument. Mais on n'a pas explosé le budget avec ce kit, puisque c'est ce qu'on voulait. Faire du track day, garder la polyvalence de la voiture et s'amuser sans tout mettre dans les freins, tout mettre dans l'échappement comme on en a parlé au début. Ouais, voilà, donc là pour l'instant la vidéo précédente, alors comme d'hab il y a du bruit, on est dans le garage et il y a Luc qui est déjà en train de travailler sur la voiture. La vidéo précédente on avait dit comment optimiser vraiment bien une M3 pour environ 4000 €. Ouais. Là sur le budget de ce kit de frein là, alors qui est juste un kit de frein avant, ouais, on est sur environ 4000 il me semble, juste pour ce setup. Hein. Il y a des petites options qui peuvent faire varier, on peut prendre une option disque flottant, la peinture peut être payante suivant la couleur que vous choisissez, ouais, et on a aussi des plaquettes qui peuvent être optionnelles, puisque là c'est la plaquette standard basique, mais après on va sûrement d'ailleurs y venir sur de la plaquette un petit peu plus agressive au fur et à mesure que le projet évolue. Ouais. Là on va dire qu'on est sur la version 1.0 qui sera aboutie une fois que les freins sont mis. En tout cas c'est l'objectif qu'on s'était fixé sur ce projet. Ouais. Est-ce qu'on ira plus loin? L'avenir nous il vous le dira. mais là ouais, 3500 €, c'est le prix du kit. Ça fait un gros budget, ouais, dans la prépa de la voiture, puisque les amortisseurs on était aux alentours de 1500 €. Les silencieux c'était assez cher, mais on a mis que la partie arrière c'était contenu également. Ouais. Ça fait une voiture sympa. On a touché un petit peu à tout, mais ça en fait une voiture bien homogène comme ça. Déjà rien qu'avec toutes les modifications qu'on avait vues là, ça faisait une grosse amélioration. Mais comme tu l'as dit, le problème qui persiste, c'est ces disques qui se voilent, tout simplement parce que c'est du métal, avec la chaleur répétée notamment lors des freinages sur circuit. Ça se déforme. Ça se déforme, ça finit par être voilé et à un moment ça revient plus. Et on a beau, parfois ça revient un petit peu. Là a priori on a atteint un but qui est
qui n'est pas réversible puisque bon, on a fait pas mal de bandes depuis et c'est assez désagréable. Sur un freinage appuyé, ça se passe bien, on contient le phénomène. Quand on frôle, quand on vient lécher le disque avec la plaquette, là c'est assez désagréable. Ouais, ça vibre, etc. Puis ça se ressent aussi un peu dans la direction, ce qui n'est pas agréable du tout. Et forcément, bah, pour parler du kit Soptech qui est juste là, un budget certes, du matos de qualité également et tout ce qu'il faut. Voilà, ça c'est plug and play. Si on ouvre la boîte, on a une Duritavia avec un raccord banjo hein, qui n'est pas comme l'origine, vous allez le voir, qui vient se fixer juste ici. Ouais. On a des plaquettes forcément, on a le kit de montage et on a le support, la chape qui vient fixer l'étrier à la fusée M3 d'origine. C'est ça. Donc là on est pas mal hein. Et puis rouge, je sais pas si ça vous plaît mais je pense que ça va donner un petit côté esthétique à la voiture. Ah si je pense. C'est ouais. Je pense que le rouge ça va plus vite, c'est connu. Le rouge ça va plus vite, c'est comme les voitures italiennes. Ouais c'est ça exactement. Bon, alors maintenant, donc, on va attendre que Luc termine de défaire les freins d'origine et comme ça on vous expliquera la différence entre les étriers à piston flottant, si je dis pas de bêtises, et ceux-là. Et on va aussi parler Porsche, rapidement. On va se diriger vers l'extérieur parce que, alors il y a plusieurs choses déjà, la GT3, donc la 991 phase 2, est partie. Ça c'est un gros truc. Hein. Ça c'est un gros truc, elle est partie. Voilà, donc ouais, ça c'est vraiment un gros truc. Et puis bah, comme par hasard, là par contre on est aussi surpris que vous, il y en a une 996 qui est arrivée. C'est ça, donc 996, alors je crois que je l'avais déjà montré une fois. Enfin, oui, elle était sur le pont 4 colonnes, là où est située la petite 135i que vous voyez juste là. Qui est là-bas. Et bah en fait non, c'est une surprise. Hein. C'est une surprise parce qu'elle est arrivée au garage via un client qui en fait a acheté plusieurs voitures à l'étranger. Vous allez voir sur la plaque, on va pouvoir se diriger vers la voiture. La voiture, elle vient du Qatar, donc c'est un de tes clients qui a exporté cette voiture. Donc voilà, arrivé ici, il s'est retourné vers nous pour les démarches d'immatriculation, d'homologation et 2-3 travaux, puisque c'est là que c'est intéressant. Elle n'est pas parfaite, tout comme n'importe quelle voiture d'occasion. Bon, elle pourrait, hein, mais là c'est pas le cas. Elle arrive en direct du Qatar. Ouais. Et à un moment, bah, voilà, il y a eu un changement de projet, un changement d'idée, peut-être un facteur extérieur qui fait que ce monsieur a décidé de se débarrasser de cette voiture et j'ai un coup de cœur. Et de la donner entre bonnes mains. Bon, du coup, je vais la montrer. C'est une 996 phase 2 Carrera Cabriolet. Et la vraie particularité de cette voiture, c'est la couleur. Parce que c'est une couleur... Alors, tu as le nom de la peinture ? Alors c'est orange-rouge dans la définition française et après c'est imprononçable. C'est un perlefect quelque chose. Okay. Et vous le savez, je suis pas très bon pour ça. Bon, bah, je vais essayer de l'écrire sur la vidéo. Mais donc, du coup, qui est une couleur spéciale. Hein. Ouais, qui est une couleur équivalente PTS. Bah, c'est ce qu'on est en train de se dire parce qu'on découvre un petit peu le catalogue Porsche et les options qui vont avec les voitures. Ouais. Et quand il y a des couleurs gratuites comme dans n'importe quelle marque. Le blanc, le noir, le gris, des bleus, des trucs comme ça. Ensuite on a les couleurs optionnelles qui sont à un tarif plutôt un tout petit peu plus, enfin c'est pas très élevé. Et après on a les couleurs spéciales qui sont un petit peu plus chères et voire parfois beaucoup plus chères. Et celle-ci en fait partie. Voilà, donc elle est très belle esthétiquement. Alors au niveau moteur, châssis, esthétique, forcément c'est une voiture sur laquelle il y a un petit peu de travail, mais elle est quand même très saine. Ouais, alors c'est vraiment ça qui est bien, parce que en tout cas ça va nous permettre de découvrir, parce que vous le savez, on connaît plutôt bien les 991 dans la gamme GT3 et GT3 RS. En général, quand la GT3 est acquis, on peut se dire que sur les modèles un petit peu moins performants, c'est en général plus simple, donc c'est facile de se projeter dans des travaux. Mais par contre 997 aussi, on a la 997 de Fred qui fait beaucoup de pistes sur lesquelles on bosse beaucoup. Ouais, 996, on s'est fait un petit peu la main dessus, mais ben voilà, si on veut être compétent et avoir toutes les connaissances et les facultés pour pouvoir entretenir et anticiper quelques problèmes. On parle beaucoup des coussinettes bielles sur les M3 92, mais on oublie de parler du roulement IMS de ces 996. Et ça, ça va faire partie de l'histoire de Brest Motorsport. Et bah voilà, un coup de cœur, un coup de bol peut-être aussi, puisque cette voiture est attachante et jolie, et puis avec un potentiel. Ouais, puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'effectivement les 996 en ce moment ont la cote dans tous les sens du terme, une cote financière qui fait que monter, mais surtout un intérêt parce que c'est les Porsche 911 les moins chers en fait qu'il y a. Donc il y a beaucoup de gens qui les achètent, et sauf qu'elles ont toutes beaucoup de bornes, elles ont toutes beaucoup de problèmes, comme toutes les voitures qui ont des bornes, et puis même ou des petites choses de l'entretien, etc. Celle-ci, voilà, si on vient à cette
cet objet en particulier, en fait les petits problèmes étaient du stockage, les souris qui ont un petit peu fait du travail, c'était pas très méchant, mais en fait c'était plutôt du nettoyage, mais bon voilà, ça fait partie des choses qu'il faut, que la voiture est assez âgée et a été mal stockée. Concernant le moteur et l'entretien, tout est clean, on n'a pas de fuite, on n'a rien du tout. Après il y a l'histoire du roulement IMS dont on a parlé, ça c'est un côté fiabilisation pour éviter les problèmes. Et ensuite c'est un petit peu de carrosserie, un petit peu de bosse à droite à gauche, mais on est chez Brezz Motorsport, donc forcément on va parler un petit peu upgrade, optimisation, et le moteur il va franchement bien. C'est une bonne surprise pour nous, c'est le 3,6 litres, je connaissais pas, boîte méca. Franchement, on comprend le succès de la marque, hein. C'est un peu cette Porsche qui a été mal aimée. Toi qui es habitué à rouler avec des caisses quand même super performantes, tu prends vraiment du plaisir à rouler ça. Puis en cabriolet en plus, t'es pas très habitué au cabriolet. Alors là, voilà, ça c'est un grand truc parce que c'est pas courant chez Brezz Motorsport le cabriolet. Non, puis surtout pour moi, puisque j'étais un petit peu dans le côté toujours performance et dans le côté rigidité, cabriolet, vitesse, rapidité. Non, là on prend du plaisir à autre chose. T'es en train de nous dire que tu vieillis, Maxime, ou... Si je dis rien, je vous laisse juger. On fera un sondage, quel est l'âge? Mais non, c'est vraiment, peut-être qu'on a des goûts et des envies qui changent suivant ce qu'on a envie de faire son dimanche après-midi. Ouais, ça, puis c'est différent. Mais donc, pour se poser un peu plus sur la voiture, donc une configuration très sympa avec cette couleur particulière qu'on retrouve notamment à l'arrière des sièges. On l'a dit, boîte méca, siège Sport Plus. Donc avec le gros maintien latéral au niveau des épaules. La console centrale de la même couleur, le cuir étendu. Les compteurs blancs, ça c'est un petit plus très sympa. Le pack alu sur les liserés. Ah ouais, d'accord, ok, ici là, super cool. Puis on voit le Carrera ici marqué en aluminium également. Les petits rappels orange là au niveau des réglages du siège électrique. Et ouais, donc j'en profite que tu sois là. En fait, le souci de cette voiture, c'était, parce que c'est quand même ça, hein, l'objet de Brezz Motorsport, pourquoi le client nous l'a confié, c'était l'homologation, mais les petits travaux. Et vous allez voir que dans sa vie, elle a perdu des petits morceaux. Le cache ici du siège est manquant. Là-bas, on cherche une panne de faisceau électrique qui n'est pas liée au rongeur, mais qui est plus liée au soleil, au Qatar, qui est un petit peu... ça a cassé des prises, et en fait, il faut trouver d'où vient le faux contact. Ça n'empêche pas de rouler, c'est juste le compteur qui déconne un petit peu et voilà de son utilisation, et ça fait Ah, puis moi je trouve que c'est une très jolie voiture dans cette config. Donc c'est une phase 2, hein, que je dise pas de bêtises. C'est une phase 2, alors c'est marrant parce que c'est très récent, il y a une semaine je savais pas faire la différence entre une phase 2, enfin au sujet des phares avant, la 996, j'avais pas fait attention, inconsciemment je devais le savoir, mais une fois qu'on a la voiture sous les yeux, on se rend plus compte des détails qui changent entre les deux versions. Alors dans ces options là, les bas de caisse de GT3, si je ne dis pas de bêtises, c'est exact. Et il faut savoir qu'elle est toute d'origine, ce qui en fait une valeur, quand tu parlais de la cote tout à l'heure, qui est intéressante, puisque à part des cales à l'avant et à l'arrière, cette voiture est entièrement full stock, et qu'au-delà de la peinture et des détails intérieurs, elle a l'échappement sport. Enfin, il y a tout. Elle a toutes les petites options qui vont bien. C'est une voiture bien configurée. Le cuir chauffant. Faut rappeler que bon, on est en 2005 dans ces eaux-là, et que il y a des options aujourd'hui qui seraient encore. Elle n'a pas de GPS par exemple. Mais c'est pas plus mal. Ça vieillit mal, ça devient obsolète. Je trouve ça cool. De toute façon, on va pas. Non, c'est bien, belle voiture. Non, mais c'est cool, et surtout comme la peinture de la voiture est très rare, on essaie de chercher vraiment un peu les origines et les autres voitures qui sont disponibles dans cette couleur, et on commence à se rendre compte d'un petit détail qu'il faut qu'on survérifie, mais potentiellement dans le musée Porsche, il y a exactement la même. Il y a la même, alors ce sera une 4 et pas une 2, mais au-delà de ça, une 996 cabriolet, si à l'usine ils ont sélectionné d'en avoir une de cette couleur, en 4 ou en 2 roues motrices, visuellement ça change rien. Je pense que c'est signe de quelque chose qui leur a plu en interne. Sûrement, j'ai envie de le dire. Alors, la seule différence, effectivement, ça va être les ailes sur la 4 qui vont être un peu plus larges, mais c'est vrai qu'en termes de config, on se dit que bon, c'est quelque chose qui est cool, quoi. Bah voilà, c'est un coup de cœur, c'est le beau moment je trouve pour cette voiture. Et puis le temps s'y prête, accessoirement. Le temps s'y prête. Et puis en plus, plus je la découvre, plus je trouve que, on a parlé tout à l'heure du comportement, des upgrades qu'on peut apporter, c'est quand même une bonne base à 911. On voit pourquoi l'équilibre du 991 GT3 est si bon. C'est que déjà, même sur des modèles plus de base, tu retrouves cet équilibre, cette facilité de conduite. Alors, on a l'effet saucisse qui est lié aussi en bloc, on en a parlé dans plein de vidéos. Même sur la GT3, ce qui pêche un peu, c'est les mouvements de caisse qu'on n'arrive pas à limiter par le confort qu'on essaie d'amener par les cylindres en bloc. Là, il y a énormément de cylindres en bloc, forcément. C'est pas si mou que ça pour un cab. On le voit dans une E36 par exemple.
Ça c'est un peu plus la génération E46. Ouais. La 996 me paraît par rapport à une BM un petit peu en retrait au niveau des finitions, de tableau de bord, de ce genre de choses. Okay, mais à côté de ça, en termes de rigueur, par exemple le 46, bon, on a quand même beaucoup, surtout si on peut comparer la 996 à pas la M3, puisqu'il y avait la GT3, mais c'est là qu'il faut étager, parce qu'en fait le prix était quasiment le même, mais une GT3 c'est beaucoup plus cher qu'une M3 46. Ah oui, alors c'est vrai que les options diffèrent. On se perd un peu dans ces réflexions, mais pour revenir au châssis, c'est vraiment bluffant, ça motrice énormément. On peut passer les bosses plutôt pas mal. La tenue de cap au niveau du volant est un petit peu... Ça a tendance à ouvrir beaucoup, ça élargit énormément du train ça reste avant. Une vieille Porsche avec le train avant léger. Et puis on ne sait même pas comment elle est réglée. Oui, au-delà du fait qu'on peut aujourd'hui... on a regardé. Il y a 2-3 trucs à faire déjà. Déjà comme ça, sans rien faire. Bon, dans tous les cas, ça sera jamais autant une saucisse que cette superbe saucisse. Qui me manque terriblement. Elle est belle. Coucou Raphaël, elle est superbe. Donc pour ceux qui reconnaissent quand même, c'est l'ancien Z3 que j'avais en ma possession. Et non, c'est cool. Et du coup, la question ultime, c'est quoi qui remplace la GT3? Parce qu'en ce moment, du coup, tu as la M3 sur laquelle on est en train de travailler là-bas. Ouais. Tu as celle-ci, on va dire un peu pour l'été. Ouais. Mais il faut quand même une voiture un peu. Alors, t'es pas obligé de le dévoiler, mais tu peux peut-être donner des de toute façon, on le dévoilera pas puisqu'on sait pas exactement nous-mêmes ce qu'on va acheter. Ouais. Il y a des pistes. Et à mon avis, on l'a déjà vu dans les publications qu'on a fait de notre côté sur les réseaux sociaux. On a à peu près les mêmes idées. Oui. Donc ça ira forcément sur quelque chose de cohérent par rapport à la 991 phase 2 GT3. Donc on ira vers quelque chose de plus performant déjà d'origine. Voilà, forcément. Encore la prépa. Alors soit ce sera pour aller au bout de ce qu'on peut apporter pour vous derrière en termes d'expérience sur tous les modèles, puisque bon, on a fait la 991 phase 1, GT3 et phase 2 GT3. La RS c'est vraiment l'aboutissement total. Une GT2 RS ça serait une super piste, mais ça c'est juste inatteignable. Et puis après il reste tout plein de choses, du Cayman GT4, un truc plus basique comme ça, mais peut-être pas aussi vieux. Enfin, franchement, ça dépend vraiment des opportunités et aussi ça sera en fonction de ce que tu trouves, quoi. On a un gros penchant pour la GT3 RS. Ouais, quand même. Ne l'oublions pas. Allez, on va retourner par les M3. Alors, nous avons le disque, donc le nouveau disque StopTech, l'ancien disque. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup les différences entre les deux disques déjà, et après on parlera des étriers qui sont là et là. Vous avez vu le disque dans l'autre sens. Ici, vous vous rendez compte qu'on a la partie visible de la vis, la tête de vis. Ouais. Donc, si ça distingue bien le bol, la partie noire qui est démontable, et cette partie-là où on a la zone de freinage avec la plaquette qui va venir mordre ici. Si on compare un petit peu le matos, on sait qu'on est globalement sur le même diamètre, avec une épaisseur de 35 sur le nouveau disque. Et ici, c'est kiff-kiff. On a opté pour de la qualité, mais comme on disait tout à l'heure, on n'est pas parti dans les grandes modifications. Le tout, c'est d'optimiser la voiture de manière globale et générale. Alors, la différence, c'est que c'est pas démontable. C'était ta question, Erwan. Ici, on le voit, la partie du bol, vous ne voyez, il n'y a pas de vis. C'est d'une pièce. C'est d'une pièce. C'est une fabrication BMW. C'est là où on a commencé à avoir un peu de freinage sur ces M3, parce que c'est un bol qui n'est pas démontable, mais c'est un bol en alu quand même. Et on a une petite zone comme ça de dilatation qui a ses limites par rapport à des choses. Parce que là, du coup, cette partie-là, elle est démontable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on peut en mettre des encore plus performants. Quel rôle a cette partie exactement? Alors, cette partie a pour déjà économiquement de ne remplacer que celle-ci. Ah oui, d'accord. Déjà, c'est ça. Et en fait, ensuite, le fait que ce soit démontable, on peut ensuite ajouter l'option disque flottant. Donc ici, on met un petit système de ressort qui fait qu'en fait, c'est flottant et ça repousse encore les limites de voilage, si le mot est... D'accord, ok. Et du coup, donc pour parler des étriers... Ouais, cerise sur le gâteau, c'est quand même ça qui va tout changer, même si ça a son importance. Parenthèse, mais ça a de la gueule en rouge. C'est vrai qu'on hésite toujours. Jaune c'est pas mal aussi, mais un rouge c'est un grand classique qui fonctionne très bien. Exact. Donc on revient sur les pistons, vous vous doutez qu'ici on va venir mordre dans l'autre sens bien sûr, le disque avec ses pistons et les plaquettes entre les deux. On a vu celui-ci, ce que vous n'avez pas vu, c'est celui-là. Ça, c'est celui d'origine. On avait déjà des Duritavia, bon, c'est un petit peu sale, mais voilà. On avait nos plaquettes DS 2500, ce qu'il en reste après quelques track day. Et le seul piston, qui est très gros, se situe juste là. Donc on peut enlever la plaquette, qui est coincée, et on voit ce piston qui en fait pousse la plaquette intérieure et après tire sur la plaquette extérieure qui est juste là. Puisque si j'arrive à décoincer ce côté-là, vous voyez, il n'y a pas de piston.
C'est vraiment un phénomène bah, il y a les coulisseaux. Oui, on voit que ça coulisse, donc ça tire tout par là. Voilà, et forcément c'est beaucoup moins efficace que d'avoir, déjà c'est un upgrade qui existe sur les nouvelles BM. Ouais. On a du double piston à l'arrière avec un piston de chaque côté. Et finalement sur une F80, c'est une remarque qui a son importance, sur une F80 et sur toutes les générations F, ouais. en M hein, bien sûr, et même en option si vous avez un paquet M ou quoi que ce soit, on peut avoir le même étrier. Bien sûr non, hein, c'est un Brembo hein, d'origine BM, mais c'est le même principe, 4 pistons comme ça, fixes. S'ils l'ont fait, c'est que ça apporte quelque chose, forcément. Ouais, donc comme ça on voit vraiment bien la différence. Bon, il n'y a plus qu'à monter ça sur la M3. Exactement. Alors l'installation avance et on va parler de deux éléments. Cette partie-là qui va soutenir un peu le tout et surtout des durites. Ben ouais, parce que là j'ai une plaquette, mais ce sera vraiment la touche finale. Ouais. Là on a le support d'étrier, ce qui va permettre d'adapter l'étrier qui n'a pas du tout la même forme, hein, vous l'avez vu. L'étrier StopTech est bien différent, de par sa conception, mais aussi de sa forme. Donc il faut le fixer de la bonne manière. Avec un support adapté. Bien ajusté par rapport au disque. Derrière, tu vas parler de cette durite Avia que nous avions déjà, mais qui a aussi un système de fixation différent, c'est un raccord banjo. Ouais. Et en fait, c'est ces deux éléments qui vont nous permettre de passer de l'autre côté et de se rendre compte que le disque et l'étrier sont en place et que ça fit parfaitement. C'est ça. Alors, là, on est du côté avant droit de la voiture et effectivement, on a le disque. Voilà, donc on a le disque qui est en place, on a les plaquettes qui sont également en place à l'intérieur. Ouais. Ce qui est bien avec un kit gros frein, c'est qu'on peut extraire les plaquettes par ici, ce qui évite un démontage de l'étrier comme sur un étrier d'origine standard. Ce qui va permettre, pour un usage plus intensif piste, où on va utiliser les plaquettes plus souvent et les user plus souvent, c'est beaucoup plus simple. On gagne du temps, ça évite de faire de la manutention complètement en fait, inutile. On enlève ça, on sort ça et on sort les plaquettes qui sont en dessous. En gros. Voilà, donc il y a un petit ressort qui va éviter que la plaquette bouge, puisque là vous le voyez, elle ne touche pas encore le disque, puisqu'on ne freine pas. Et en fait, ce petit ressort va éviter les mouvements, et par les mouvements, un petit bruit désagréable que nous avons sur des étriers plus racing. Puisque quand on fait de la course, on ne s'embête pas à avoir le ressort, ça freine pas, entre les deux, le bruit, on s'en fiche. Donc là, c'est bien abouti. Et ça d'ailleurs c'est une question intéressante, effectivement comme tu l'as dit les freins souvent par exemple les carbones céramiques ou vraiment les disques de course ça fait beaucoup de bruit quand on freine. Là alors, il y a toutes les informations sur le kit StopTech dans la description évidemment, n'hésitez pas à aller voir. Là, ça va pas le faire, c'est-à-dire que ça va être un kit qui va être roulable au quotidien. Voilà, c'est ça, la polyvalence de la M3, on se répète souvent, mais c'était le but. Et ça se rejoint dans la discussion qu'on a eue en off, c'est que le choix de remplacer le kit avant, c'est parce qu'on a vraiment un problème sur l'avant. On voile les disques, derrière ça se passe bien. Donc on a choisi ce disque et cet étrier qui est de la même taille que d'origine, avec une qualité, une fabrication plus performante pour justement ne plus voiler les disques, mais ne pas non plus déstabiliser la voiture, puisque si on augmente la force de freinage à l'avant, il faut le faire derrière. Ouais, parce que sinon l'arrière va se délester forcément et on va avoir une voiture déséquilibrée. Bah voilà, la voiture elle comprend plus, parce que de par ses aides, l'assistance, l'ABS, tout ce qu'elle peut avoir de moderne et de pratique, si on modifie la voiture de manière trop importante, ça veut dire qu'après il faut tout rouler off, ou avoir une voiture sur laquelle il faut s'adapter, jouer avec la qualité des plaquettes devant, derrière. Et là, c'est pas le but. Et c'est là que j'espère que vous appréciez cette vidéo qui est un petit peu différente des autres. C'est que là, on se projette vraiment toujours polyvalence. Voilà, c'est ça. Ouais, polyvalence. Et parce que comme tu l'as dit, effectivement, si c'était beaucoup trop puissant, il faudrait potentiellement mettre un autre kit gros frein à l'arrière aussi pour homogénéiser le tout. Et là, là c'est budget. Il y a la polyvalence, mais il y a le budget. Donc vraiment là, c'est pour que nous on aime bien cette voiture, on s'en sert régulièrement et on a envie de l'améliorer, mais qu'elle soit bonne quand même à tout faire. Exactement. Et en plus c'est beau. En plus c'est beau et on passe dans du 18. Puisque toutes les jantes en 18 ne passent pas. Si on avait augmenté la taille des disques, oui, forcément. Forcément, après, on limite la taille des jantes. Là, on est en 19, c'est pas un souci, mais on sait jamais. On sait jamais. Environ 2 heures de montage plus tard, les freins sont terminés. Luc est en train de faire la purge du liquide de frein, pas d'autre chose. Et du coup, on peut voir ici tout le système qui est parfaitement mis. Bon, on parlait de la purge, c'est là que ça va se passer. Ouais, bien sûr. La durite Avia, on en a parlé juste avant. Le liquide de R1, c'est juste là. Et voilà, donc la purge du liquide de frein, c'est ce dont on parle. Alors, tout est en place, tu as raison. 2 heures, c'est grosso modo ce qu'il a fallu hors purge. Ce qui est plutôt rapide, non ? Ça se monte bien et on parlait de frein, organe de sécurité, c'est plutôt rassurant qu'on bricole pas, puisque c'est quand même ce qui arrête la voiture. Voilà, donc déjà merci StopTech
pour ce kit. Hein, ce matériel de qualité. Donc, comme je le disais, vous avez toutes les infos de ce kit dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. La prochaine étape, ça va être évidemment d'aller vérifier un petit peu ce que ça donne sur piste, ici ou ailleurs. Il y a du bruit, hein, désolé, mais comme d'hab, hein, c'est le garage. Et puis voilà, et du coup surtout en termes, tu voulais dire quelque chose Maxime? Non, c'est vrai que maintenant, oui, sur piste, et puis voir l'endurance, c'est ce qui m'intéresse. Ouais, surtout l'endurance, parce que même la dernière fois sur Fête Bretagne, même avec le liquide haute température, les plaquettes Ferrodo et les Duritavia, au bout de quelques tours, la pédale commençait quand même à s'essouffler un petit peu, voilà. Ouais. Et donc surtout ce qui est intéressant, c'est que là, en termes de modification, le projet initial qu'on avait, enfin que tu avais avec cette M3 92, on arrive au bout. Ouais, voilà, dans la version, c'est exactement les mots, on s'est fixé un objectif et là ça y est, on y est, on voulait optimiser globalement la voiture, les amortisseurs c'était une chose, c'est chose réussie, on a beaucoup roulé avec cette voiture depuis qu'on l'a et vrai. Je ne regrette à aucun moment d'avoir installé ce kit V1. On a eu un petit peu le reproche de ne pas avoir été plus loin, la question c'était souvent on nous a posé mais pourquoi vous n'avez pas monté un V3 par exemple? Oui c'est vrai. Eh ben on l'a dit pour le budget et aussi parce que sur cette voiture on ne se projette pas dans des réglages. Donc un V1 par rapport à un V2 ou un V3, c'est un kit qui n'a qu'un réglage de hauteur. Donc ça c'est important le jour du montage pour pouvoir régler la voiture correctement en termes d'auteur mais aussi de châssis pour la rendre un petit peu plus équilibrée. Mais on ne voulait pas s'embêter sur un track day occasionnel ou pour partir en vacances ou en week-end à jouer avec les clics de compression ou de détente. Ce qui est très intéressant quand on veut aller un petit peu plus loin, mais sachant que l'idée initiale c'était pas ça, et on est content de ce V1. Nous serons également très ravis d'utiliser ce kit de refrain pour éviter de voler les disques comme on l'a dit. Oui. Et après il y avait un peu d'esthétique, un peu d'entretien, les coussinets de bielle. Je pense que c'est au global c'est une très belle optimisation de la voiture et puis c'est important de le noter mais tu as aussi ta chaîne YouTube et vous pouvez retrouver avec encore plus de détails que sur ma chaîne toutes les évolutions de la voiture et d'ailleurs ce qui se passe aussi au garage parce que comme je l'ai dit au début je suis un peu moins présent en ce moment. Par contre toi tu continues à montrer tout ce qui se passe au garage avec les voitures que qui passent ici tout simplement. Ben ouais, alors il y a des projets qui passent, qui ne font que passer puisque c'est une étape un petit peu rapide, un échappement, de l'amortisseur, du châssis, du moteur et on a ce genre de projet qui est un petit peu le fil rouge de notre activité pour essayer de vous montrer ce que vous pourriez faire vous au garage bien sûr sur une M3 92 et franchement c'est intéressant parce que dans l'utilisation qu'on a différemment, dans notre passif, si vous nous connaissez un petit peu depuis plus longtemps, on a déjà eu une M3 92, on avait fait une tôle, c'était beaucoup moins polyvalent. Oui, voilà, donc là on voulait retrouver quelque chose d'utilisable et je sais pas si tu vois où on va en venir, mais est-ce qu'on va s'arrêter là? C'est la question en fait, c'est la question qu'on va laisser en suspens. C'est déjà vous allez la garder pour le moment parce que tu l'aimes bien cette voiture, tu l'utilises. Après peut-être que quelqu'un l'achètera, peut-être que pas, peut-être qu'elle finira complètement à la tôle, peut-être pas, on sait pas pour l'instant. Bah voilà, vous vivez le truc comme nous. On le dira pas et on en fera un titre accrocheur le jour où ça se passera. Voilà, c'est soit ça se vend et soit quelqu'un est potentiellement acheteur et il la prend telle qu'elle et il profite aussi bien d'une voiture qui nous apporte énormément, tu l'as dit, ou soit ça va plus loin parce qu'une M3 92 et une M3 tout court, ça sait aller plus loin et on sait les faire aller plus loin. Oui, et puis c'est sympa quand même. Et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous reverrez la M3 dans d'autres tournages évidemment. Merci Maxime pour toutes ces précisions. Merci Stoptech pour le frein, pour le système de frein. Et puis on vous dit à très vite sur The Glove Driver et chez Bress Motorsport. À bientôt. Allez, ciao.